Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans le deuxième épisode du podcast Monarque. Aujourd'hui, nous allons aborder avec Céline, notre invitée, les différents mécanismes défensifs mis en place par le cerveau pour survivre au stress extrême, aux violences dont le caractère est impensable. Quels sont ces mécanismes? À quoi servent-ils? Ces mécanismes neurobiologiques de protection sont des mécanismes de défense dont l'objectif est de réduire, voire annuler toute souffrance psychique et physique. Premier mécanisme, la sidération. Cet état rend impossible le combat et la fuite. La victime se fige. Elle est comme paralysée. Elle ne peut plus ni parler ni bouger. La sidération a lieu au moment de l'acte. La personne ne contrôle rien, ni ses mots, ni son corps. Deuxième mécanisme, la dissociation. La dissociation, c'est la déconnexion des perceptions sensorielles et émotionnelles qui va induire l'impression d'être en dehors de son corps. Une anesthésie pour ne plus ressentir les angoisses, un sentiment d'irréalité. La dissociation intervient au moment de l'événement traumatique et continue d'opérer des années durant pour protéger la psyché et le corps, pour rendre plus supportable la souffrance et assurer la survie. Troisième mécanisme, le clivage. Le clivage est un mécanisme organisateur de la vie psychique de l'individu. La personne victime est débordée par des angoisses et elle va continuellement se dissocier jusqu'à cliver, c'est-à-dire se scinder en deux réalités. Ces deux parties n'ont pas le choix que de s'ignorer pour survivre. Nous allons laisser la parole à notre invitée Céline en compagnie d'Emmanuel, psychologue. Bonjour Céline, merci d'être venue aujourd'hui pour participer à ce podcast. L'idée aujourd'hui, ça va être d'aborder les mécanismes protecteurs qui apparaissent suite à un psychotraumatisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Céline, pourquoi il était important pour vous aujourd'hui de venir parler de ce sujet-là? Ça a été assez vite évident Oui. de vouloir y participer, parce que quand on est victime, quelquefois on est plus touché par la parole d'une autre victime, Oui. Et que ça peut aider à se décider à se faire aider. Pas dans le sens où c'est mieux que la parole des professionnels, mais qu'elle peut atteindre différemment. Oui. C'était aussi pour moi le moyen d'aider d'autres victimes, et parce que j'aurais aimé avoir cette aide quand j'ai subi tout ça, et pour remercier l'association de tout l'accompagnement que vous proposez. D'accord, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous raconter votre histoire ou certains éléments de votre histoire? Ouais. Donc, je m'appelle Céline, j'ai 44 ans. J'ai subi des violences sexuelles pendant mon enfance. C'était des attouchements, du voyeurisme, de l'exhibition. À l'adolescence, vers 15 ans, j'ai réussi à parler de ce que je subissais, parce que je sentais bien que c'était pas normal, et en même temps, sans prendre la mesure de ce que c'était. Ça a été jugé, et mon père a eu 2 ans de prison avec sursis. Est-ce que, Céline, vous avez repéré que parfois vous pouviez utiliser des mécanismes protecteurs dans certains contextes de votre vie? Oui, il y en a des conscients et d'autres inconscients, oui. Justement, que j'ai appris à connaître avec la psychothérapie. Dans les mécanismes conscients, même si je l'ai pas réalisé tout de suite parce que c'était vraiment quelque chose que je faisais un peu par instinct, oui. C'est l'évitement. J'évite de me retrouver dans des situations qui peuvent être trop stressantes pour moi, mais vraiment, c'est pas juste une source de stress, c'est que je perds les pédales. C'est l'angoisse est trop difficile à gérer. Trop intense. Voilà. D'accord. Et où j'ai appris que je pratiquais la dissociation aussi. Voilà, ça, j'en avais pas conscience. Je me rendais pas compte, mais que parfois vous étiez dissociés, en fait, c'est ça? Exactement. D'accord, oui. D'accord. Vous avez pu repérer les contextes dans lesquels vous étiez dans l'évitement? Oui, ça
je vais pas me retrouver dans les mêmes situations, mais les points communs, ça va être que, en fait, j'ai une sensation de danger si je ne maîtrise pas mon environnement. D'accord. Si je ne sais pas où je vais, c'est pas juste du stress, c'est vraiment un sentiment de danger, que je pourrais pas fuir parce que je ne sais pas où aller et je me sens littéralement piégée. Et dans les situations où vous ne pouvez pas être dans l'évitement, justement, comment ça se passe pour vous? Quelle béquille je peux mettre en place, par exemple? Ou dans quel état est-ce que vous vous sentez? Je vais avoir une sensation physique de crispation, donc beaucoup au niveau du dos, des cervicales, donc le champ de vision vraiment très très faible, la respiration qui peut être difficile, la transpiration. Oui. J'ai l'impression que mon cerveau n'arrive plus à fonctionner, à réfléchir normalement, Oui. à prendre une décision normale, et généralement je prends des mauvaises décisions. Ouais, c'est vraiment oui, les caractéristiques d'une réaction de panique. Ok, ok. Est-ce qu'il y a un niveau d'intensité qui fait que dépasser ce niveau-là, vous basculez dans un autre état? Je sais pas si c'est un autre état, mais je pense dans les pires moments que j'ai pu avoir comme ça va être de tout m'arrêter, et puis je suis plus capable de faire un geste. D'accord. Oui, un peu comme une paralysée. Oui, oui. Comme si vous étiez paralysée. Oui. D'accord, ok. Parfois, il y a des personnes qu'on accompagne qui nous décrivent un état d'anesthésie, un état d'anesthésie émotionnelle ou corporelle. Est-ce que ça, c'est quelque chose, Céline, que vous avez pu déjà ressentir dans votre vie? Alors l'anesthésie émotionnelle, oui. Corporelle, j'ai pas l'impression. D'accord. Ouais, ça va être surtout émotionnel, parce que corporel, je pense que je peux avoir tous ces symptômes qui sont symptômes entre guillemets, qui sont toujours là. Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire une situation, par exemple, où vous avez pu ressentir cette anesthésie émotionnelle? Mais en fait, ça va être, je sais pas si c'est exactement ça, mais un souvenir que j'ai, c'est d'être, j'étais toute petite et mon père m'a emmenée en visite chez ma grand-mère, sa mère à lui. D'accord. Elle était pas réputée pour sa délicatesse. Et elle s'est moquée de mon père parce que j'avais dû, je ne sais plus, dire quelque chose, faire quelque chose, qui fait que elle lui a dit que, voilà, il ne se faisait même pas respecter de sa petite fille. Il a rien dit, mais je sentais, voilà, que ça allait pas bien se passer pour moi. On est parti, et à peine sorti du village, il a arrêté la voiture, il s'est jeté sur moi, il m'a enlevé mon short et donné une fessée monumentale. Et je me souviens vraiment de m'être figée. Et la seule sensation qui me reste, c'est je vais mourir. D'accord. Je revois la scène, en fait, parfaitement. Et avec vraiment ce souvenir de me dire je vais mourir. Ouais. Mais c'est tout. Ce qui me reste. Voilà, la paralysée à nouveau. Oui. Ouais. D'accord. Et un autre souvenir, c'est, je devais avoir 13 ans. Il y avait un repas de famille, enfin la grande famille. Et je me souviens que mon père, j'étais assise, s'est placé derrière moi et s'est mis à me toucher la poitrine au milieu de tout le monde. Et je me souviens d'être restée sans réagir. Et je me souviens en même temps qu'il y a eu un malaise général. Personne n'a rien dit. Et que j'étais seule avec ça. Et j'ai été incapable de réagir, en fait. Oui. Tout à l'heure, vous nous avez parlé, Céline, de dissociation. Est-ce que justement, vous pourriez évoquer un moment où vous vous êtes sentie dissociée et nous expliquer de quelle manière cet état s'est manifesté? Oui, il y en a un à répétition, c'est quand, en fait,
cours de ma vie, j'ai rencontré pas mal de médecins et psychologues. Et j'avais l'impression de réciter ce qui m'était arrivé, mais comme s'il ne s'agissait pas de moi, et de manière très froide, du coup, comme si ça enlevait du crédit. Ce qu'on dit, parce qu'on n'est pas en train de pleurer ou hurler. Et là, oui, c'était... je récitais, c'est vraiment ça. Et un autre moment, c'est quand j'ai témoigné, donc j'avais une 15aine d'années, c'était avec un gendarme, donc c'était pas du tout dans une structure spécialisée, donc le gendarme était... Je pense pour lui, c'était pas très grave. Enfin, c'est ce qu'il me faisait sentir. D'accord. Et en fait, j'ai raconté, mais pareil, comme s'il s'agissait pas de moi. Je ressentais rien. Il me posait des questions très maladroitement, en plus. Moi, je répondais un peu comme un automate. Et pour le coup, je pense que déjà qu'il avait l'air de penser que c'était pas très grave. Et le fait de pas être totalement en pleurs, c'est comme si moi-même, en fait, je disais non, mais c'est pas grave. Oui. Parfois, certaines personnes nous parlent d'une sensation un peu particulière qui est de se sentir à l'extérieur de son corps. On peut avoir des témoignages dans lesquels, en fait, on va nous expliquer que la personne s'observe. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez pu ressentir? Oui, la sensation d'être un peu en dehors. Oui, pour moi, ça va être une sensation un peu de dualité. Et effectivement, d'observer ce qui se passe, mais c'est pas moi, réellement. C'est pas vous. C'est pour ça que vous parlez de dualité, en fait. Oui. Comme s'il y avait une partie qui correspond à vous et puis une autre partie qui ne serait pas vous. C'est ça. D'accord. Oui. Okay. Ou comme... peut-être plutôt comme un dédoublement. Comme un dédoublement. Oui. Ça, ce sont des sensations que vous pouvez ressentir aujourd'hui dans votre quotidien. Est-ce qu'il y aurait des moments dans votre vie où vous pouvez effectivement vous sentir dédoublé, si je reprends vos termes? Alors, c'est une sensation qui peut... Comme si c'était une sensation qui s'était un peu installée. D'accord. J'ai mis longtemps à comprendre que ça pouvait être normal, mais j'ai l'impression d'être habitée par cette sensation d'être double. D'accord. Vous voyez, comme s'il y avait deux feuilles de papier qui sont censées être collées ensemble et c'est côte à côte, c'est pas loin, mais ça ne se rejoint pas. C'est ça. D'accord. Je suis pas assemblée. Vous ne vous sentez pas assemblée. C'est ça. D'accord. Ce dont vous nous parlez, Céline, dans la clinique du trauma, on nomme ce mécanisme clivage. Pour ce qui est de l'évitement, là pour le coup, c'est plus à l'âge adulte après, je pense, où là j'évitais de me remettre, je me rendais pas compte, mais j'évitais de me retrouver dans des situations qui pouvaient me provoquer des angoisses. Voilà, c'était trop difficile pour moi. Donc je pense pas que enfant, parce que comme je réalisais pas ce qui se passait, par exemple, je suis pas sûre que j'évitais forcément mon père. Ou pour la dissociation, là je pense que le figement c'était une manière de me faire oublier. Je pense que si je ne bougeais pas, ça fait un peu, enfin même beaucoup, proie prédateur. Oui. Si la proie ne bouge pas, elle a plus de chances de passer inaperçue, et je pense que c'est du même ordre. Et ça, c'est resté longtemps pour le coup, socialement, de me faire oublier. Avant de comprendre qu'il s'agissait de mécanismes de protection, tous ces comportements, toutes ces réactions que vous avez pu nous décrire, Céline, quelle croyance aviez-vous sur vous lorsque cela se produisait? Que j'étais, ce qu'on m'a beaucoup répété aussi, une petite chose fragile. D'accord. Toujours angoissée, et pour moi, ça faisait partie de moi, c'était comme ça. Et donc, je le prenais comme tel. D'accord. Après, je me disais que j'étais pas adaptée socialement
et que ça venait de moi, j'étais pas normale, j'étais bizarre. Et on me l'a renvoyé aussi, que j'étais bizarre par moments parce que je faisais des choses un peu étranges. Vous aviez l'impression que c'était lié à votre personnalité? Oui, moi je croyais que c'était moi. Oui. D'accord. Et aujourd'hui, qu'en pensez-vous? Aujourd'hui, je sais bien que j'ai compris qu'effectivement, tous ces mécanismes étaient là pour me protéger. Voilà, même si après, socialement, c'est compliqué parce que ça produit des réactions qui paraissent inadaptées. Pour moi, c'est un handicap invisible et je dois composer avec. D'accord. Et pas me justifier, pas m'excuser d'être comme ça. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Toujours des mécanismes, des comportements qui peuvent paraître un peu particuliers. Mais j'ai appris à les accepter en me disant que c'est pas moi qui suis folle. Mais que voilà, c'est comme ça et que j'essaye de faire au mieux avec, que je mets les béquilles qu'il faut autour pour que ça se passe au mieux pour moi. De comprendre qu'il s'agit de mécanismes effectivement protecteurs suite à un traumatisme, ça fait une différence pour vous? Oui, énorme. Quelle différence ça fait? C'est vraiment ça, de se dire que même si je peux être un peu quelquefois pas comme la majorité des gens, et que oui, je suis pas folle en fait, parce que ça m'a traversé l'esprit, surtout quand je vous parlais de la sensation d'être double. Oui. On n'est pas loin de de la pathologie. Et j'ai eu peur, quelquefois dans des moments où vraiment ça allait très mal, d'être internée, de perdre pied littéralement. D'accord. Des fois, j'avais l'impression que c'était vraiment pas loin. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Céline, qui vous semble important, qu'on n'aurait pas évoqué pour traiter cette thématique des mécanismes protecteurs, en vous adressant directement à des personnes qui ont pu subir des violences sexuelles? Ouais, que c'est vraiment important justement d'aller vers des thérapeutes spécialisés pour comprendre que ce sont des mécanismes de protection, alors qu'on peut être des années en imaginant qu'on est bizarre, voire que on n'est pas loin de la folie, et que c'est vraiment important de comprendre ça, parce que ça permet d'avancer vraiment beaucoup. C'est difficile d'aller vers des associations spécialisées, parce que c'est vraiment ça va être un moment, on va avoir l'impression de se mettre à nu pour tout déposer, mais c'est indispensable. Ça fait peur, mais c'est indispensable, et faut pas rester tout seul en fait avec ça. Merci beaucoup, Céline, d'avoir accepté de participer à ce podcast. Merci. Vous venez d'écouter le podcast Monarque, produit par l'association EVA, association nantaise de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants et à l'âge adulte. Merci pour votre écoute. Studio Bravo, vos podcasts engagés.